Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Savez-vous ce qu'est que de vivre sans âme? Moi, je le sais. C'est comme regarder un film romantique tellement parfait que vous tombez amoureux du personnage. Puis les lumières s'allument et vous vous souvenez soudainement que cette personne n'existe pas. Et même si elle existait, elle ne se soucierait jamais de votre existence. C'est comme courir dans le mauvais sens sur une piste d'athlétisme. Peu importe que vous arriviez au bout ou non, car tous les autres ont déjà franchi la ligne d'arrivée et sont rentrés chez eux. Vous avez couru plus loin que tout le monde, vos jambes vous font souffrir et vos poumons sont en feu. Mais vous continuez à courir parce que vous avez peur du silence qui s'installera lorsque vous vous arrêterez enfin. Vivre sans âme, c'est comme être assis dans l'œil du cyclone. La vie bouge tout autour de vous et parfois, vous avez l'impression d'en faire partie lorsqu'elle passe trop près. Mais au final, rien ni personne ne veut jamais vous émouvoir. Et même si le vent hurle avec férocité dans toute sa splendeur sauvage et balaie le monde entier sous vos pieds, vous ne saurez jamais ce que l'on ressent en se joignant à cette danse endiablée. Et ce n'est pas grave, vous vous dites qu'au moins, vous ne serez pas blessé comme tous ces autres humains fragiles accablés par leur âme. Mais au fond de vous, vous aimeriez pouvoir ressentir cette douleur, juste un instant, juste une fois dans votre vie, pour savoir qu'il existe quelque chose d'assez important pour être blessé. J'ai perdu mon âme quand j'avais seulement 6 ans. Mon père ne voulait pas de moi, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit que j'étais la raison pour laquelle il était parti, et je l'ai cru. J'étais en première année à l'époque, et notre projet de classe consistait à fabriquer une lanterne en papier fermée sur le dessus. L'air chaud de la bougie était censé faire s'élever la lanterne, mais la mienne n'était pas bien scellée et ne pouvait pas décoller du sol. J'étais vraiment frustré. Et après 4 ou 5 tentatives, j'étais tellement en colère que j'ai fini par la déchirer en morceaux. Mon professeur, Monsieur Leroux, un homme gentil et rondouillard avec une moustache hérissée, s'est accroupi à côté de moi et m'a donné la lanterne qu'il était lui-même en train de fabriquer. J'étais tellement en colère que j'étais sur le point de détruire celle-là aussi, mais il m'a fait m'asseoir et m'a dit « Sais-tu ce que j'aime le plus dans les lanternes en papier? Elles peuvent sembler fragiles, mais lorsqu'elles s'envolent, elles peuvent emporter tout ce dont tu ne veux plus. Tu peux mettre toute ta colère dans l'une d'entre elles, et dès que tu allumeras la bougie, elle s'envolera et emportera cette colère avec elle. » Cela m'a semblé assez incroyable à l'époque. Je me suis installé pour le regarder coller la bougie, concentrant tout mon petit cœur sur le fait de remplir la lanterne de mes mauvais sentiments. Au début, il n'y avait que la colère contre le projet. Mais une amertume en entraînait une autre, et lorsque M. Leroux a eu terminé, j'avais déversé tout ce que j'étais dans le papier. Toutes les autres lanternes de la classe ne flottaient qu'à quelques mètres du sol, mais la mienne s'élevait de plus en plus haut, jusqu'au sommet du ciel. Les autres enfants ont ri et applaudi en la voyant s'envoler, et mon professeur a posé sa main sur mon épaule et m'a regardé avec fierté. Mais je ne ressentais pas grand-chose. Comment aurais-je pu, alors que mon âme disparaissait lentement? Je me souviens avoir répondu à M. Leroux si je pouvais rentrer chez lui et vivre avec lui après cela. Mais il m'a répondu en rigolant qu'il ne pensait pas que ma mère serait d'accord. Je lui ai dit qu'elle le serait, mais il a quand même refusé. Je suppose que cela n'aurait pas changé grand-chose, car il était trop tard pour revenir en arrière. Il y a autre chose que l'engourdissement qui survient lorsque votre âme s'en va. Je ne les ai pas vus la première nuit, mais je pouvais les entendre respirer lorsque je me suis couché pour dormir. Doux comme le vent, mais régulier et calme comme un animal endormi. Je suis resté assis dans l'obscurité pendant un long moment, la couverture rabattue sur ma tête. Leur respiration semblait si proche que je pouvais sentir leur chaleur sous les draps. J'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais ma mère n'est pas venue, et j'avais trop peur pour sortir du lit. Je ne pense pas m'être endormi avant que le jour se lève. Le matin, maman était en colère contre moi parce que je l'avais empêchée de dormir.
Elle m'avait entendu, mais elle pensait que je finirais par abandonner. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce jour-là, et je n'ai plus jamais mentionné cette respiration. Ce n'était que le début. Je pense qu'une âme fait plus que vous aider à apprécier les choses qui vous entourent. Elle vous protège également de voir ce que vous n'êtes pas censé voir. Et sans elle, ils étaient partout. Des yeux brillants sous le canapé, un éclair sombre dans le coin de mon œil, des bruits dans les tiroirs et des coups tardifs sur les portes et les fenêtres. Je ne les ai jamais bien vus, mais ils m'observaient toujours. Je me réveillais au milieu de la nuit et sentais leur poids sur tout mon corps, m'immobilisant. Une peau rugueuse contre moi, des doigts sales s'enfonçant dans mon nez et ma bouche. Pire encore, leur toucher pénétrait mon esprit, en insérant des pensées si ignobles que je savais qu'elles ne pouvaient pas être les miennes. Même si plus elles restaient longtemps dans ma tête, plus il était difficile d'en être certain. Est-ce que je voulais enfoncer une aiguille dans mon œil pour voir jusqu'où elle pouvait aller ? Probablement pas. Alors pourquoi je n'arrivais pas à arrêter d'y penser ? Est-ce qu'il me poussait à imaginer que je tabassais mes camarades de classe jusqu'au sang ? Ou que je mettais le feu aux maisons des gens pour les regarder pleurer sur le trottoir ? Ou est-ce que tout ça venait de moi ? Les premières nuits, je restais éveillé et je pleurais tout seul, mais j'ai vite appris à avoir plus peur de ma mère que de ses créatures. Même si je détestais les ombres, elles ne m'ont jamais frappé après tout. Je n'appellerai pas ça vivre au sens propre du terme, mais j'ai continué à exister ainsi pendant des années. Pendant la journée, je restais seul, épuisé et engourdi. Toutes les couleurs semblaient ternes, à l'exception des yeux brillants qui me suivaient depuis des crevasses improbables. Tous les sons étouffés, à l'exception de leur grattement et bien sûr, de leur respiration. Les seuls moments où je pouvais vraiment ressentir quelque chose, c'était lorsque j'étais éveillé dans l'obscurité. Mais c'était les moments où j'aurais préféré ne rien ressentir. Ni les cris, ni le silence n'apportaient de réconfort face à ces intrusions. Et mon esprit était envahi par des images persistantes de violence, d'autodestruction et de désespoir. Au fil du temps, j'ai trouvé une astuce pour m'aider à traverser ces nuits insupportables. Je me suis convaincu que mon corps ne m'appartenait pas et que rien de ce qu'il ressentait ne pouvait me faire du mal. Le vrai moi volait en sécurité quelque part, haut dans le ciel, à l'intérieur d'une lanterne en papier. Et peu importe ce qui arrivait à ma chair, peu importe ce que ma chair faisait endurer à quelqu'un d'autre, cela n'avait rien à voir avec moi. J'ai gardé tout cela enfoui en moi du mieux que j'ai pu jusqu'à l'âge de 14 ans. À ce moment-là, j'avais perdu toute capacité à distinguer l'origine de mes pensées. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire du mal à quelqu'un, lui faire aussi mal que je voulais qu'on me fasse mal en retour. Je cherchais la bagarre à l'école, je bousculais mes camarades de classe et ils restaient à l'écart. Une fois, j'ai enfoncé un crayon dans la main de quelqu'un qui ne regardait pas, en le tournant dans tous les sens pour m'assurer que la pointe se brise sous la peau. J'ai entendu les créatures ricaner, mais c'était un rire méprisant. Quand j'ai été convoqué dans le bureau du directeur après coup, j'ai été surpris d'y voir Monsieur Leroux. Le directeur était furieux. Il me faisait la leçon et tapait du pied comme s'il était l'Inquisition espagnole. Monsieur Leroux ne disait pas grand-chose. Il avait juste l'air fatigué et triste. Il n'a pris la parole que lorsque le directeur m'a renvoyé. Et là, il a posé sa main sur mon épaule et s'est penché très près de moi pour me demander « Tu l'as cherché ?» Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Je lui ai lancé un regard qui aurait glacé une statue de marbre. « Ta lanterne, as-tu essayé de la récupérer ?» Je lui ai dit d'aller se faire foutre. « Je suis désolé de t'avoir dit de la renvoyer », a-t-il ajouté en me saisissant par l'épaule pour m'empêcher de partir. Je pensais que ce serait plus facile que d'affronter la réalité, mais j'avais tort. On ne peut pas se cacher de soi-même comme ça. Le crayon était efficace, mais insuffisant. Mes pensées faisaient écho au ton sarcastique du rire, se moquant de ma tentative pitoyable. Alors que les créatures rampaient sur moi pendant la nuit et que leurs intentions se confondaient avec les miennes, je décidai d'apporter un couteau la prochaine fois.
J'ai également envisagé un pistolet, mais j'ai décidé que ce n'était pas assez personnel. Je préférais regarder une personne dans les yeux lorsque la lame s'enfonçait dans les siens, plutôt que de tirer sur une douzaine de silhouettes qui se précipitaient à distance. Et qu'est-ce qu'il m'est arrivé après ? Peu importait, car le vrai moi flottait en toute sécurité dans la brise à des milliers de kilomètres de là. Cette fois-ci, ce ne serait pas à l'école. Je voulais prendre mon temps et ne pas être interrompu. Je suis donc sorti à minuit, le goût de ses doigts sales encore frais dans ma bouche. Peu m'importait qui serait ma victime, tant qu'elle pouvait ressentir ce que je lui faisais. Mon quartier était calme la nuit et il n'y avait pas beaucoup d'options. Alors j'ai décidé de me rendre à la station-service ouverte 24 heures sur 24 au coin de la rue. Un couteau de cuisine serré entre les doigts, l'air froid remplissant mes poumons, les rires et les applaudissements provocateurs des créatures qui m'entouraient dans l'obscurité, je me suis presque senti vivant pendant une seconde. Tout comme avec le crayon, mais cela aurait meilleur goût. En tenant le couteau, je me sentais comme une vierge le soir du bal de promo, avec mon béguin qui défaisait lentement ma braguette. Je n'étais plus dans l'œil du cyclone, j'étais le cyclone, et cette nuit serait la nuit. Du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je voie une lanterne en papier flotter dans les airs, à quelques mètres du sol. La coque était si sale et tachée que je pouvais à peine voir la lumière à l'intérieur. Il était impossible que cet objet fragile ait survécu toutes ces années. Encore plus impossible que la seule bougie ait brûlé tout ce temps. Mais je savais sans aucun doute que c'était ma lumière, à la façon dont les créatures hurlaient. Elle la détestait passionnément et l'aurait mise en lambeaux si je n'étais pas arrivé le premier. J'ai attrapé la lanterne dans les airs et l'ai guidée doucement vers le sol. Les ombres hurlant tandis qu'elles tourbillonnaient autour de moi, des animaux sauvages intimidés par la flamme miraculeuse. En tenant la lanterne près de moi, j'ai trouvé la note qui y était attachée. Je l'ai trouvée dans les bois. Il m'a fallu plusieurs jours pour la trouver. Monsieur Leroux. Je me suis effondré sur le trottoir, tremblant de tout mon être, sanglotant et pleurant comme un idiot jusqu'à ce que la flamme s'éteigne sous mes larmes. Les cris des créatures ont atteint leur paroxysme, puis le silence s'est installé. Tout s'élevant ensemble vers le ciel avec les dernières volutes de fumée qui s'échappaient de la lanterne. Cela m'a fait souffrir comme je n'avais pas souffert depuis des années, mais c'était une douleur purificatrice. Je ne m'en suis pas caché, je ne l'ai pas repoussé. Je ne l'ai pas noyé dans des distractions ni combattu son emprise sur moi. Je n'irai pas jusqu'à dire que la douleur est une bonne chose, mais elle est indéniablement réelle, et je préfère souffrir plutôt que de la repousser pour vivre avec le vide qu'elle laisse derrière elle. Cette histoire est une creepypasta psychologique et surnaturelle qui mélange traumatisme d'enfance, perte d'émotion et présence de créatures invisibles. Le narrateur explique ce qu'est vivre sans âme, c'est-à-dire ne plus rien ressentir, être détaché de tout, comme s'il n'existait pas vraiment dans le monde. Enfant, il a perdu son âme lors d'un moment symbolique, après que sa mère lui a dit que son père l'avait quitté à cause de lui. Il met toute sa colère et sa tristesse dans une lanterne en papier que son professeur M. Leroux lui a donnée, et cette lanterne s'envole. Pour lui, c'est comme si son âme était partie avec elle. À partir de ce moment, il commence à percevoir des créatures étranges et malveillantes, des ombres avec des yeux brillants, qui le touchent, l'écrasent et implantent dans son esprit des pensées violentes et malsaines. Sans âme, il pense qu'il n'a plus de protection contre elle. En grandissant, il devient violent, se laisse envahir par ses idées et finit par envisager de tuer quelqu'un. La nuit où il s'apprête à passer à l'acte, il revoit sa lanterne flotter dans l'air, protégée d'une horde de créatures. Elle porte un mot de M. Leroux disant qu'il l'a retrouvée. Le narrateur la prend, les créatures hurlent, puis disparaissent lorsque la flamme s'éteint. Il ressent enfin une véritable douleur humaine. Pas une douleur destructrice, mais une douleur réelle qui lui rappelle qu'il est vivant et capable de ressentir. Cette creepypasta est une métaphore sombre sur la perte d'humanité à cause d'un traumatisme et d'un isolement émotionnel.
La lanterne représente son âme et sa capacité à ressentir. Les créatures sont soit des entités surnaturelles qui profitent de son vide intérieur, soit une personnification de ses pensées noires et pulsions violentes. Monsieur Leroux joue le rôle de la seule figure bienveillante, canalisateur, qui tente de lui rendre son âme avant qu'il ne devienne irréversiblement un monstre.